En fait, bon, il y a beaucoup de thématiques de travail à l'Institut d'élevage sur la santé des ovins. Donc, on a ciblé en fait quatre grandes thématiques. On a fait le choix de parler tout d'abord de l'actualité de la FCO. Donc, Valérie David nous fera part un peu de l'état d'avancement justement de la FCO et les façons d'agir. Ensuite, ça sera Myriam Doucet, Institut d'élevage, qui nous parlera des nouveaux outils sur la santé des pieds, avec les résultats de dernières études et surtout aussi les perspectives de travaux qu'on a mis en place. Carole Tocce parlera des problèmes parasitisme en élevage ovin, avec des résultats de quelques travaux, mais aussi des nouvelles études pour trouver des solutions alternatives aux antiparasitaires. Ensuite, on parlera de la mortalité des agneaux, de nouveau par Myriam, et notamment on informera, pour ceux qui ne sont pas au courant, d'une nouvelle appli qui existe, Robuste Agneau, pour essayer de travailler en élevage sur la mortalité des agneaux à faire diminuer. Donc, et il y aura ma collègue Laurence Sago qui fera aussi office de modératrice, notamment par rapport à la sélection et puis au tri des questions. Il va rassembler des questions pour pouvoir y répondre. À savoir que les questions, on ne pourra peut-être pas y répondre à toutes, parce qu'on a prévu à chaque fois à peu près 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions, mais on s'engage à y répondre si vous les déposez dans le chat. Donc, du coup, je vais laisser la place pour introduire cette matinée avec Claude. Tu peux te présenter et puis tu lances un peu les opérations. Oui, merci Denis. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, en introduction, pour être bref, je voudrais déjà remercier l'ensemble des participants à ce webinaire organisé par l'Institut de l'élevage. Je crois qu'il y a un public très varié entre les éleveurs, les techniciens, les étudiants, voire des enseignants. Je remercie bien sûr l'ensemble de l'organisation de ce webinaire et l'ensemble des intervenants avec des présentations toujours de qualité et très appréciées tout le long de ces webinaires qu'on peut organiser. Alors, le sujet du sanitaire est malheureusement d'actualité avec cette crise FCO 3 et 8 qui impacte les élevages sur l'ensemble du territoire et quels que soient les systèmes. Ça tombe à pic puisque l'impact du sanitaire sur les élevages et par conséquent sur l'ensemble de la filière qui se trouve fragilisée en termes de nombre d'agneaux commercialisés par les différentes structures. C'est vraiment une problématique et ça renforce l'importance de la maîtrise sanitaire des élevages par les différents intervenants qui peuvent intervenir justement au niveau de l'ensemble des élevages. Et donc, ça permet de rappeler aussi l'importance de cette maîtrise sanitaire qui impacte directement les résultats techniques des élevages et l'importance d'un accompagnement technique des éleveurs, quels que soient les sujets sanitaires qu'on voit. Là, il y en a 4 aujourd'hui, mais ils sont divers et variés et ils ont tous leur importance. Voilà, merci à tous et puis je laisse le déroulé des travaux et j'espère qu'il y aura de nombreux échanges. Merci. On a le son. Ouais, merci Claude. Donc je te laisserai la parole, notamment aussi pour la conclusion. Tu reviendras à la fin. Mais je vais laisser la parole maintenant à Valérie et je te laisse la main sur ton diaporama qui nous fera un point sur l'actualité de la FCO. Oui, bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler assez rapidement un peu de l'actualité sur la FCO. Attends, donc, comment on change de diapo comme ça? Voilà, donc la première diapo, c'était pour vous rappeler en gros les sérotypes qui sont présents aujourd'hui sur le territoire. Donc, il y a 3 sérotypes qui sont présents. Le sérotype 4, le sérotype 8 et le sérotype 3. Donc là, je vous ai remis la carte des différents départements français qui montre les départements dans lesquels il y a eu des cas cliniques de FCO et de MHE. Et si on s'intéresse simplement
à la FCO, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a que deux départements français dans lesquels il n'y a pas eu de cas cliniques, hein, qui sont les Côtes-d'Armor et l'Île-et-Vilaine. Et donc, tous les autres départements français ont soit eu des cas cliniques de FCO3, soit de FCO8, soit des deux types de sérotypes de la FCO. Et puis la Corse, donc au niveau de la Corse, où les 3 sérotypes sont présents. Donc là, on a vu depuis août 2023 l'arrivée d'un nouveau sérotype 8. On a vu l'arrivée en août 2024 du sérotype 3. Donc la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va se passer dans les années ou les mois à venir? On n'est pas omniscient, hein, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le sérotype 1 est présent en Espagne. Bon, c'est un sérotype contre lequel il y a un vaccin, mais bon, donc on peut s'attendre peut-être qu'un jour ça arrive au niveau du territoire français. Et le sérotype 12, lui pour lequel il n'y a pas aujourd'hui on n'a pas de vaccin, donc a été mis en évidence aux Pays-Bas en octobre 2024. Et aujourd'hui, il y a 10 foyers au niveau des Pays-Bas. Il n'y a pas eu de nouveaux foyers depuis mi-décembre. Bon, après, on ne sait pas comment ça va évoluer dans le temps. Mais en tout cas, il faut avoir en tête que toutes ces maladies vectorielles, dans les années à venir, voilà, on risque d'avoir de nouvelles épizooties. Rappeler aussi que la FCO est une maladie réglementée, donc elle est catégorisée au niveau européen CDE, donc ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, hein, mais en gros, ça veut dire que c'est une maladie pour laquelle il y a des restrictions de mouvement entre les États membres. C'est qu'une maladie qui est soumise à surveillance, mais c'est une maladie qui n'est pas à éradication obligatoire. Au niveau de l'échelle française, hein, aujourd'hui, le sérotype 4 et 8 sont considérés comme des sérotypes enzootiques. Ça veut dire que la maladie est présente quasiment sur le territoire, alors que le sérotype 3, jusqu'à présent, était considéré comme une maladie exotique. Et c'est pour ça qu'il y avait eu la mise en place de zones régulées avec des restrictions de circulation des animaux à l'échelle de la France. Hein. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au départ, comme le sérotype 3 est arrivé par le nord, au départ, la zone régulée, elle concernait essentiellement le nord-est de la France. Et puis, au fur et à mesure, on l'a vu s'étendre sur le territoire. Et aujourd'hui, donc là, c'est une carte qui date de mi-janvier 2025. On se rend compte que la zone régulée, elle touche tout le territoire. Il n'y a que quelques petits départements, petites zones de départements qui ne sont pas touchées. Donc, au niveau des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, et puis au niveau des Pyrénées-Orientales. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, on se rend compte que ça touche tout le territoire. Donc, ça veut dire que le sérotype 3 va certainement passer de la catégorie sérotype exotique à une qualification de sérotype enzootique. Et donc, du coup, il va y avoir, ça restera des foyers à déclaration obligatoire. Par contre, il ne va plus y avoir, de toute façon, vu la situation de la zone, plus de restrictions de circulation à l'échelle du territoire français. En termes de résultats, donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations complémentaires sur les impacts de la FCO, mais il y a quand même une enquête qui a été réalisée par les GDS et qui est parue la semaine dernière, je crois, donc sur une première estimation de l'impact sanitaire des sérotypes 3 et 8 sur la saison virale 2024. Donc, bon, c'est qu'une première estimation, hein, mais en tout cas, c'est des chiffres qui sont intéressants pour connaître ces impacts. Donc, ça a été fait dans des élevages qui avaient au moins un cas clinique confirmé de FCO depuis au moins un mois. Ces élevages avaient été tirés au sort et donc les enquêtes ont été réalisées par les GDS. Elles ont été réalisées dans 69 élevages qui avaient été touchés par le sérotype 3, 35 élevages qui avaient été touchés et confirmés touchés par le sérotype 8, et ça s'est fait sous forme d'enquête téléphonique. Donc, les résultats concernent la morbidité, la mortalité et les avortements. Donc, sur les aspects morbidité, c'est-à-dire les animaux malades, ce qui ressort de ces enquêtes, hein, c'est que les animaux adultes semblent plus touchés que les animaux plus jeunes. Par exemple, si on prend le premier tableau sur la FCO3, donc il y a 62% des élevages qui ont déclaré avoir des animaux malades
adultes, donc de plus de 12 mois, 62% des élevages. 12% des élevages enquêtés ont à déclarer avoir des agnelles entre 6 et 12 mois malades. Et donc, vous voyez que les animaux plus jeunes semblent être moins malades dans l'ensemble de ces élevages. Ce qu'on observe aussi, on l'avait déjà observé lors de la première enquête qui avait été faite par le GDS, par un GDS en 2000, sur l'année 2023, c'est qu'on constate qu'il y a une forte variabilité de la mortalité intra-troupeau. C'est-à-dire que par exemple, là pour illustrer, dans les élevages qui étaient atteints ou dans lesquels il y a eu des cas cliniques de FCO3, selon les élevages, donc on observe les élevages ont eu le nombre de brebis malades a varié entre 0 et 60% selon les élevages. Pour le FCO3 et pour le FCO8, entre 0 et 35% des brebis du troupeau qui ont été malades. Donc on voit qu'il y a quand même une très forte variabilité d'impact selon les élevages. Sur la mortalité, pareil, on constate que les adultes sont plus touchés que les jeunes. Et là aussi, on observe une forte variabilité intertroupeau, puisque dans les élevages touchés par le sérotype 3, en gros, on peut avoir une variation entre 0 et 35% des brebis adultes mortes, et sur le FCO8, une variabilité entre 0 et 33% des brebis mortes. Les autres résultats de cette enquête concernent les avortements, où là, effectivement, on constate qu'il y aurait aussi des impacts sur les problèmes, ça a provoqué des avortements. 7% des élevages ovins qui ont été enquêtés et touchés par le sérotype 3 ont déclaré avoir observé des avortements et qui pourraient être liés à la FCO, et 15% des élevages qui ont été touchés par le sérotype 8. Alors tout ça, ce ne sont que des premières estimations. Premières estimations parce que souvent dans les élevages enquêtés, dans certains élevages enquêtés, la situation n'était pas résolue, la maladie continuait à progresser dans ces élevages. Et puis, par exemple, là, sur le volet avortement, il n'y a pas de prise en compte des avortements précoces. Donc, effectivement, sur les impacts, on commence à avoir des premiers résultats sur les animaux malades, sur la mortalité, sur les avortements. Par contre, on n'a pas encore de résultats sur tout ce qui est performance zootechnique, par exemple sur la baisse de la production laitière ou sur la baisse du GMQ. Et puis, on manque aussi de recul par rapport à tout ce qui est naissance prématurée ou animaux qui naissent dans un état un peu fragile ou chétif. Et puis, il nous manque aussi des données plus globalement sur la baisse de fertilité, aussi bien au niveau des femelles que des mâles. Voilà. Sur les moyens de lutte, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail. On parle de maladies vectorielles, donc forcément, on pense à la désinsectisation. Alors, la désinsectisation, oui, mais il y a quand même beaucoup de limites à cette désinsectisation qu'il faut avoir en tête. Sur les ovins, la rémanence, c'est-à-dire que une désinsectisation des animaux est efficace environ 7 à 10 jours avec un maximum d'action autour du 4e jour. Et puis, on observe sur les ovins des problèmes de diffusion de la formulation quand on l'applique en couronne, qui ne protégerait pas l'ensemble des zones de l'animal et peut-être pas les zones effectivement où il y a l'absence de laine et donc où les hélicoïdes vont piquer. Donc ça a une utilité, mais avec des limites certaines. Et puis, ce qui en tout cas n'est pas recommandé, c'est de traiter l'environnement, puisque a priori, ça ne réduirait pas l'abondance des colicoïdes dans l'environnement des élevages. Et puis, le traitement général des bâtiments par des insecticides n'a pas aussi montré son efficacité. Donc, la désinsectisation, oui, mais elle a certaines limites. Et en tout cas, elle reste intéressante lorsque on veut faire des mouvements d'animaux et transporter des animaux et des échanges. Parce que là, effectivement, on évite le transport des colicoïdes. Il y a d'autres mesures qui sont proposées pour la maîtrise, mais quelle est leur efficacité?
Donc, il y a des mesures autour de la limiter, enfin, des façons pour limiter les habitats favorables à la ponte. Et puis après, il y a des recommandations en termes de configuration. Merci, merci Valérie. Du coup, il y a quelques questions. Laurence, tu as pu faire un peu un retour. Est-ce qu'on tu poses des questions, tu nous entends? Laurence? Normalement, on ne me voit pas et on ne t'entend pas. Ouais. Attends, je vais vous contacter. On n'entend pas et on ne la voit pas. Tu l'as mis comme animatrice. Animatrice, ouais. Laurence, ouais. Ce que tu peux faire, c'est quitter et revenir. Je te remercie. Ah, ça y est. Parce que là, c'est bizarre. Désolé pour ce petit problème. Ouais, ce petit bug là, désolé. Je la rappelle dans la foulée, sinon c'est bon. Là, voilà. Oui, bonjour à tous. Ouais, vas-y Laurence. Alors, une première question qui concerne précisément la vaccination et en particulier contre la FCO8. On nous demande est-ce qu'il faut vacciner chaque année certains animaux l'ayant déjà été 2 années consécutives? Oui, la vaccination, c'est chaque année et la vaccination se fait plutôt, enfin, c'est beaucoup plus efficace si on la fait en prévention que lorsqu'on est infecté, quoi. Même si en cas d'infection présente sur l'exploitation, la vaccination peut avoir un intérêt, il est recommandé de la faire en prévention. Très bien. Maintenant, 2 questions sur les taux de mortalité que tu nous as présentés. La première, elle concerne, est-ce qu'on a des explications concernant cette grande variabilité qu'on a observée entre les élevages, parfois entre 2 voisins? Et est-ce que la question de la race des brebis, des béliers a été investiguée? Est-ce que ça pourrait être un élément d'explication? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Alors, non, les éléments d'explication, on les a pas. Hein, donc, il y a certainement plusieurs hypothèses. Peut-être effectivement la race, mais tout ça et d'autres, peut-être des modalités de conduite particulières ou des fragilités particulières de certains troupeaux d'un point de vue sanitaire du fait présence d'autres pathologies. Hein. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a aucun élément qui nous permette d'objectiver ça. Donc, ça fait partie des questions qui se posent et qui mériteraient d'être traitées dans les années à venir sur l'identification un peu des facteurs de risque qui pourraient expliquer cette variabilité. Alors, une autre série de questions sur les analyses, cette fois-ci. Un éleveur nous demande si les tests sont fiables. Il a perdu 15 animaux de la FCO avec des symptômes qu'il jugeait vraiment spécifiques. Et en fait, toutes les analyses sont revenues négatives. Et donc, il se pose la question de la fiabilité. Voilà. Je ne pourrais pas répondre exactement à cette question, mais non, pour moi, les analyses, oui, sont fiables. Après forcément, il y a un nombre de faux positifs et de faux négatifs, comme dans toutes les méthodes d'analyse. Et là, effectivement, le nombre de résultats qui seraient revenus négatifs alors qu'il y aurait des symptômes liés à la FCO, ça pose question. Après, bon, je ne vous ai pas présenté les symptômes de la FCO, hein, mais ils ne sont quand même pas très caractéristiques de la FCO, à part effectivement certains cas un peu extrêmes. Donc voilà, après, c'est pour ça que la confirmation par PCR est utile parce que voilà.
et les résultats d'impact qu'on vous a montrés, on les attribue à la FCO. Il y en a peut-être un certain nombre, donc ça nous donne une fourchette. Il y en a peut-être un certain nombre qui, par exemple, les avortements, est-ce qu'ils sont tous liés à la FCO ou pas? On ne sait pas. C'est une enquête a posteriori. Bah, écoutez, le temps imparti aux questions pour cette intervention est terminé. On vous répondra en direct pour ceux à qui on n'a pas pu répondre. Merci. Merci Laurence. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Myriam Doucet, donc de l'Institut l'Élevage, qui va nous parler des études qui ont été réalisées sur la santé des pieds. Donc Myriam, tu peux avoir la main mise sur ton diaporama. Alors, je la rajoute en animatrice. Myriam. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon, Myriam. Donc, Myriam, tu nous entends? Est-ce qu'elle a mis son micro? Elle a commencé. Excusez-moi, par défaut, je n'étais pas là. Pas de souci, Myriam, vas-y, je te laisse la parole. Bien. Donc, je vais vous présenter l'actualité en santé des pieds. Alors, la santé des pieds, pourquoi on travaille dessus? Pour pouvoir délivrer des messages de prévention, de stratégie de lutte et de formation et de sensibilisation des acteurs. Sauf qu'en santé des pieds, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord connaître les maladies qui touchent les pieds. Et aujourd'hui, ces connaissances proviennent essentiellement de la bibliographie anglo-saxonne, donc le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et ces travaux-là ont permis de montrer qu'il n'y avait pas que du piétin, qu'il y avait d'autres maladies qui touchaient les pieds. Et c'est important de pouvoir nommer ces maladies avec un nom qu'on partage tous, de pouvoir les caractériser et les décrire avec des stades ou des grades que tout le monde comprend. Ainsi, on peut échanger des informations et étudier les maladies. Et puis, c'est important aussi que pour chaque maladie, on ait des facteurs de risque, des moyens de lutte et une prévalence. Et ça, on ne l'a pas en France, parce qu'en France, on a très peu de connaissances sur la situation. Donc, il faut qu'on arrive à avoir ces données-là en France pour pouvoir adapter les préconisations et les données anglo-saxonnes à nos systèmes, nos animaux et nos façons de faire qui sont relativement différentes. Alors, pour cela, on parle aussi de tout ce qui est outils et méthodes pour la gestion de la maladie des pieds et notamment pouvoir s'équiper d'outils pour faciliter le diagnostic et les soins des maladies des pieds. Et comme ça, on pourra plus facilement faire des études, sur la prévalence, par exemple, ou mieux connaître la situation en France. Alors, le premier travail que je vais vous présenter, c'est le travail qu'on a fait sur le diagnostic différentiel. Donc, je répète, c'est décrire toutes les maladies, tous les différents types de maladies pour mieux les connaître et mieux les diagnostiquer. Alors, toutes les lésions du pied ne sont pas des piétins et à chaque type de lésion, il y a son traitement. Si on se trompe de diagnostic, on se trompe de traitement, le pronostic peut devenir mauvais et puis c'est surtout qu'on a des coûts financiers et aussi en pénibilité et en travail qui ne servent à rien, qui sont gaspillés. Donc, on a fait un guide à partir de toutes ces connaissances anglo-saxonnes, de tout ce matériel qu'on a confronté à l'expertise de vétérinaires ovins. Et on a fait un guide pour pouvoir diffuser ces connaissances. Alors, ce guide est structuré en 5 parties. D'abord, des conseils généraux sur l'entretien des pieds, reconnaître un pied sain. Et puis, on a décrit 12 maladies des pieds, les plus courantes, leurs signes, leurs causes, leurs conséquences, leur traitement et leur prévention. Et on a fait attention à richement illustrer toutes ces descriptions pour que, d'un coup d'œil, n'importe qui puisse reconnaître ces lésions sur un pied. On a aussi décrit d'autres causes de boiterie, moins courantes ou des symptômes de maladie générale et donc moins spécifiques au pied. Et enfin, il y a une dernière partie sur les moyens de lutte
contre les boiteries, les traitements des pieds avec les bonnes pratiques, certains repères et conseils, et surtout, comme il n'y a pas de méthode miracle, de moyen de lutte miracle, les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Donc, ce guide, vous pouvez le retrouver sur le site idel.fr et le télécharger gratuitement. Vous marquez piétin, boiterie au vin, ou carrément le titre du guide et vous allez le retrouver avec la barre de recherche du site IDEL. Le deuxième travail que je vais vous présenter, c'est celui qui a eu lieu sur le piétin, parce qu'effectivement, il y a plein de maladies qui peuvent toucher les pieds, mais celle qui nous embête le plus et qui est le plus connue, c'est le piétin. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pareil dans les pays du Royaume-Uni, avec des stratégies nouvelles, avec des connaissances nouvelles. Et l'idée, c'était un peu toujours de confronter tout ça avec nos caractéristiques à nous pour délivrer des messages de prévention, de stratégie de lutte ou former les acteurs. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quand même une petite étude en France sur le vécu des éleveurs ovins-viande vis-à-vis du piétin. On a aussi étudié les pratiques et les connaissances des autres pays et on a confronté tout ça avec un groupe de travail composé de chercheurs, de vétérinaires, de techniciens qui proviennent de l'Institut de l'élevage, de l'école vétérinaire de Toulouse, aussi de vétérinaires praticiens en ovins et du GDS du Lot. Et on a voulu en tirer de tout ça un consensus pour faire des supports de sensibilisation et de diffusion des stratégies de lutte à avoir vis-à-vis du piétin. Donc, il y a plusieurs supports qui sont présents, que vous pouvez aller chercher sur le site idel.fr. Donc, le premier, c'est une présentation, le piétin, comment l'équiter, comment s'en débarrasser. C'est une présentation assez courte et assez générale sur tout ce qui existe. Et puis ensuite, on a d'autres supports, notamment un dossier beaucoup plus complet pour savoir comment construire une stratégie de lutte propre à chaque élevage qui comprend chaque caractéristique de chaque élevage, caractéristiques techniques, mais aussi économiques. Le message principal, c'est que si on veut faire un plan d'éradication de la boiterie, c'est un investissement au même titre que quand on veut faire un bâtiment. Donc, il faut se poser, réfléchir avec son technicien, avec quelqu'un d'extérieur et construire ce plan sur plusieurs années. Il y a aussi une vidéo très courte de 2 minutes qui explique un peu tous les moyens de lutte et l'importance de la réforme dans le plan d'éradication de la boiterie. Et tous ces documents sont téléchargeables gratuitement sur idel.fr. Il y a aussi un webinaire qui a été fait grâce à Innovin, avec Innovin, sur la lutte efficace contre le piétin, qui est en rediffusion sur le site. Et puis, il y a eu des réunions techniques. Il y en a eu une en 2024, se débarrasser des boiteries chez les brebis. Il y en aura probablement d'autres. Donc, inscrivez-vous, suivez et inscrivez-vous quand il y en a. Et je voulais vous présenter aussi le dernier travail qui est en cours en ce moment pour développer un nouvel outil pour faciliter le diagnostic et les soins. Donc, c'est un projet qu'on a appelé Thermopod. C'est pas très important. C'est juste, en fait, on veut détecter les lésions des pieds par l'infrarouge. Parce qu'un pied qui est lésé, c'est un pied qui est inflammé et donc qui est plus chaud. Donc, on sait que les caméras infrarouges détectent les lésions des pieds. Nous, ce qu'on veut faire, c'est adapter cette technologie aux ovins allaitants. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre chaque brebis pour le regarder avec une caméra, voir si le pied est chaud ou pas, c'est pas faisable. Nous, ce qu'on veut, c'est faire passer les brebis dans un couloir, qu'il y ait des caméras qui filment les pieds, qu'il y ait un ordinateur qui dise ça c'est chaud, ça c'est pas chaud, ça il faut parer, ça il faut pas parer. Donc on a besoin aussi de l'infrarouge, mais de l'intelligence artificielle, une technique qu'on appelle le deep learning. C'est pour faciliter, c'est la même technique que la reconnaissance de visage, par exemple. Il arrive à reconnaître des images. Donc, mettre ce dispositif en place va permettre de réduire le nombre d'animaux à parer, puisqu'on ne va parer que ceux qui s'allument, et on va avoir du coup un suivi beaucoup plus facile de la santé des pieds. Et on espère aussi avoir des détections beaucoup plus précoces, par exemple de la dermatite interdigitée, parce qu'elle risque d'être plus chaude avant qu'elle soit visible à l'œil nu. Donc, ce projet est conduit en ovin et en bovin. Et alors, en ovin, on a comme partenaire, alors c'est l'Institut de l'élevage qui pilote ce projet, en partenariat avec Neotech Vision pour tout ce qui est solutions IA et optique. On le fait aussi en partenariat avec le CIRPO, avec l'ENVT, l'école vétérinaire de Toulouse,
pour le côté ovin. Et pour le côté bovin, on travaille avec les établières et Oniris. Voilà le dispositif final, ce que je vous expliquais. Les brebis passent dans le couloir, les pieds sont filmés, l'algorithme dit, ben là, il y a un problème, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, grâce à ce thermopode, on veut faciliter le diagnostic. Et faciliter le diagnostic nous ouvre beaucoup de perspectives qui nous intéressent énormément. Notamment, si c'est plus facile de poser un diagnostic, on peut faire plus facilement et pour moins cher une étude épidémiologique de la situation en France de la santé des pieds. On peut aussi phénotyper beaucoup plus facilement la santé des pieds et faire une étude génétique. On peut aussi plus facilement suivre l'efficacité de traitement ou de stratégie de lutte. Et donc, tout ça nous permet toujours de délivrer notre message de prévention, de stratégie de lutte et de formation qui soit de plus en plus pertinent et adapté à chaque système, à chaque conduite aux éleveurs. On peut aussi commencer à étudier la résistance des animaux aux maladies. Aussi, on peut adapter nos pratiques de traitement et de stratégie de lutte, l'adapter à la situation, mais aussi l'adapter au changement. On est dans un monde changeant, on peut avoir des changements réglementaires sur les moyens de lutte disponibles. On a déjà eu à faire face à de nouveaux défis, comme par exemple le vol farcia, et on en aura peut-être d'autres à l'avenir, même si je ne le souhaite pas. Et puis, on peut aussi avoir affaire aux changements climatiques qui peuvent impacter la santé des pieds. Donc, avoir cet outil permet de faire face à tout ça. Et voilà, j'ai fini pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, Myriam, il y a des questions. La première série concerne le guide sur les maladies du pied. Donc, on nous demande si il est disponible en version papier. Alors, pour l'instant, non. On va essayer de l'éditer, là. On va essayer de le faire cette année en version papier. Et pour l'instant, il ne l'est pas. Désolée. On nous demande également s'il y a des formations qui ont été prévues pour les techniciens ovins, y compris dans le cadre de l'Institut de l'élevage, sur tout ce panel de maladies de pied pour apprendre à les reconnaître, à les soigner, etc. Alors, à ce jour, il n'y a pas de formation, mais on retient la demande. C'est vrai qu'on attendait d'avoir un peu plus de données sur la situation en France avant de former, pour ne pas former dans le vide avec des données qui ne correspondent pas forcément à notre situation. Mais d'un autre côté, reconnaître les différentes maladies des pieds devient de plus en plus importante. Donc, effectivement, on entend la demande. Concernant le piétin, alors on nous demande si le vaccin, si je ne m'abuse, il n'y en a qu'un, est beaucoup utilisé en France. Alors là, je n'ai pas les données. Je pense qu'il est assez utilisé de retour terrain, d'une impression. Hein. Franchement, c'est pas du tout. J'ai l'impression qu'il est assez utilisé. Après, c'est un vaccin qui n'est pas toujours utilisé de la bonne façon. Souvent, les éleveurs, il faut bien respecter l'AMM, il faut bien respecter son mode d'emploi pour que ça marche bien. Et c'est un vaccin qu'il faut faire tous les ans. Donc, c'est vrai que ça peut être contraignant, mais ça peut être très adapté à certaines situations. Et est-ce que tu peux développer un petit peu plus les autres solutions pour se débarrasser du piétin en plus de la vaccination ou à côté de la vaccination? Il y a tout ce qui est traitement, vous connaissez. Et après, il y a des solutions que nous, dont on n'aime pas trop parler en France et qui pourtant marchent, qu'on a beaucoup utilisées au Royaume-Uni. C'est la réforme. En fait, une brebis qui est récidive, une brebis qui est fragile et qui est susceptible de porter le germe en elle, doit être réformée. Parce que c'est cette brebis-là qui fait réservoir dans l'élevage. Donc, on ne peut pas vraiment penser éradication de la maladie si on ne réfléchit pas à réformer les réservoirs potentiels de cette maladie, qui n'est pas le pré, qui n'est pas le terrain, mais qui sont les animaux qui sont régulièrement touchés. Tu as parlé de la PCR. On nous demande s'il y a une PCR pour le diagnostic piétin de certitude. Alors, il y a une analyse PCR pour le piétin, c'est assez sûr, c'est du PCR, c'est une analyse qui est sûre. Après, on peut aussi le faire en mélange. Donc, si on fait en mélange, on perd un peu de fiabilité individuelle, mais on gagne beaucoup en économie. Donc, c'est toujours un arbitrage à faire, en fait, selon vos besoins. Et c'est un diagnostic qui est sur la PCR.
Est-ce que les solutions basées sur le biocontrôle grâce à des bactéries positives est en ce moment à l'étude pour limiter les problèmes des pieds, tout ce qui est infectieux? Alors, il n'y a pas d'études, alors à ma connaissance, en France, aujourd'hui, il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus. C'est assez difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut pouvoir suivre. Il faut pouvoir suivre et diagnostiquer facilement chaque animal malade. Et donc, on est toujours face à cette difficulté pour l'étude de la santé des pieds. C'est que retourner les brebis toutes les semaines ou tous les 2 jours pour voir où en sont leurs lésions, s'il y en a des nouvelles ou pas, c'est compliqué à faire. Et c'est même pas très admissible au niveau bien-être animal et compatible avec une conduite de troupeau. Donc, on est toujours... il faut d'abord qu'on arrive à mettre notre outil en place, je pense, pour pouvoir faire des études pareilles. Ce serait évidemment très intéressant. Au niveau de ce que tu nous as présenté sur l'outil, alors je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est Léonore Dupin. Elle demande s'il est utilisable également en ovin laitier. Oui, en fait, on a choisi de le développer en ovin allaitant parce qu'on est parti du principe que qui peut le plus, peut le moins. Les ovins allaitants sont les animaux qui ont le moins l'habitude de la contention. Et donc, on s'est dit que si on arrivait à faire un outil qui leur allait à eux, ce serait très facile après de l'adapter aux ovins laitiers. Que l'inverse, après, il faut beaucoup travailler pour l'adapter aux ovins allaitants. Donc, effectivement, à terme, on peut penser à la filière laitière. Ben, merci beaucoup, Myriam. Je vous en prie, avec plaisir. Ouais, super. Merci, Myriam, pour tous tes conseils pratiques et puis surtout de nous avoir informés de toutes les références qui sont disponibles à ce jour pour gérer les maladies des pieds. Donc, s'il y a d'autres questions entre-temps, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on vous répondra par la suite. Donc, maintenant, on va parler des parasites qui posent de nombreux soucis à nos élevages ovins, que ce soit en viande ou en lait. Donc, c'est Carole qui a fait une petite synthèse un peu des résultats des travaux réalisés dernièrement et puis les travaux futurs. Donc, Carole, je te laisse la parole. Merci Denis. Je vais vous présenter aujourd'hui effectivement les solutions complémentaires aux antiparasitaires. Ce diaporama a été préparé avec mes collègues Myriam et Laurence et je tenais à remercier pour leur appui le CIRPO, l'ANSES et l'UMT Pilotage de la santé des ruminants. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur les strongylloses gastro-intestinales. En strongyllose gastro-intestinale, nous sommes confrontés, tant en Europe qu'en France, à une hausse très forte des résistances. C'est ce qui est montré sur le graphique ici, avec l'Europe en bleu et la France en orange, avec des estimations de prévalence de résistance aux alentours de 80% pour le benzimidazole et pour les lactones macrocycliques en Europe aux alentours de 50%. Parmi les lactones macrocycliques, vous avez aussi l'éprinomectine. Les dernières études menées sur le terrain, notamment avec l'École nationale vétérinaire de Toulouse, dans le cadre du projet Entérine, ont montré une augmentation également de la prévalence des résistances et des nombres de cas de résistance à l'éprinomectine. Il existe également des multirésistances croisées depuis 2010 qui touchent aussi à Haemoncus contortus. Donc, c'est la thèse de Léa Bordes. Haemoncus contortus, c'est un des strongs gastro-intestinaux les plus méchants au niveau des ovins, qui entraîne de la mortalité. Et certaines souches de Haemoncus sont résistants à la fois, par exemple, à des ivermectines et à des benzimidazole ou autres. Les impacts sanitaires, technico-économiques et environnementaux de ces strongylloses ne sont plus à démontrer. On constate des baisses de GMQ de l'ordre de 22% chez les agneaux, des baisses de production laitière sur les brebis de l'ordre de 23%. Par ailleurs, les lactones macrocycliques, comme l'éprinomectine, ont un impact environnemental non négligeable sur la microfaune de la prairie. Face à cette montée importante des résistances, on pourrait se dire, c'est pas grave, on va avoir des nouvelles molécules et ça va être super. Alors, ça, c'est malheureusement une fausse bonne idée. Pourquoi? Vous avez ici un document qui vous présente les dates d'apparition des nouvelles molécules, que ce soit antibiotiques ou antiparasitaires, et avec le petit r, les dates d'apparition des résistances. En rouge, vous avez les benzimidazole, les levamisole, les ivermectine, les antiparasitaires. Globalement, dans les 10 années qui suivent l'apparition d'une nouvelle molécule, il y a globalement de la résistance qui apparaît. Si vous prenez le cas du Monepantel, qui a été commercialisé en 2009, le premier cas de résistance a été décrit en 2013. Donc, le parasite va toujours s'adapter. Et à chaque
chaque nouvelle molécule, il y aura des nouvelles résistances. Donc, il est vraiment urgent de mettre en place les différents axes de la gestion durable des strongles gastro-intestinaux. Les 3 piliers de cette gestion durable sont la limitation des infestations des ovins, l'amélioration de la résistance et de la résilience du mouton et l'élimination des strongles. Concernant la limitation des infestations des ovins, on parlera ici de conduite raisonnée et optimisée du pâturage mixte avec les mélanges bovins-ovins, des précautions lors d'introduction de mélanges d'animaux de différents cheptels, à chaque fois que c'est possible. Au niveau de la recherche fondamentale, il y a des travaux de biocontrôle avec des méthodes de lutte biologique contre les larves infestantes sur les prairies. Pour l'amélioration de la résistance et de la résilience de l'hôte ovin. Je vous parlerai notamment de l'importance de la sélection génétique, mais également des apports protéiques, notamment en certains acides aminés essentiels, et également l'équilibre minéral et vitaminique de la ration qui est essentiel, ce qui est vrai pour les infestations parasitaires, mais ce qui est vrai globalement pour toutes les maladies par rapport à l'équilibre global de la ration. Enfin, je vous présenterai les derniers résultats sur les plantes à métabolites secondaires. Pour la vaccination, il existe un vaccin, le Barbevax, disponible notamment en Australie, mais non disponible en France à ce jour. Concernant l'élimination des strongles, l'important, c'est l'analyse coprologique, j'y reviendrai, l'emploi raisonné des anthelmatiques et la possibilité également de traitements ciblés sélectifs. Le premier axe, c'est la limitation des infestations au pâturage. L'objectif, en fait, c'est de sauvegarder une population refuge. Qu'est-ce qu'une population refuge? C'est une population en fait de parasites qui n'est pas soumise aux mesures de contrôle, qui n'est pas soumise notamment à des traitements anthelmatiques et qui échappe donc à une pression de sélection. Donc, la population refuge, ce sont les larves sur la pâture, les larves en hypobiose, c'est-à-dire les larves qui rentrent en dormance quand on a un hiver rigoureux dans le corps du mouton, ou les stades adultes chez les animaux non traités. Le schéma ci-dessous, c'est un schéma que je vais vous reprendre dans les diapos après, où vous avez les petits moutons avec les strongles résistants qui sont indiqués en rouge, les strongles sensibles en bleu, et sur la prairie, qui est symbolisée en vert, vous avez les larves sensibles en bleu et les larves résistantes en rouge. Concrètement, les pratiques à proscrire au niveau du pâturage et du traitement, c'est quoi? C'est déjà de traiter tout le lot à la mise à l'herbe sur une parcelle saine. Pourquoi? Si vous traitez tout le lot, globalement, les seuls strongles qui vont rester, ce sont les strongles résistants. Or, ces strongles résistants vont produire des œufs qui vont être émis sur la parcelle, qui sont des œufs résistants, et donc des larves résistantes. Donc, en fait, si vous mettez vos animaux sur une parcelle saine, vous allez ensemencer votre parcelle qui est saine avec des larves résistantes, ce qui pose vraiment souci. Une autre pratique à proscrire est ce qu'on appelle le dose and move, qui consiste à transférer vers une parcelle saine des animaux juste après avoir fait un traitement systématique de tout le lot. C'est exactement le même principe et c'est donc une pratique qui est à proscrire. Traitement collectif ou sélectif, quel impact on a sur la population refuge? Donc là, on reprend le schéma que je vous ai fait précédemment, où on retrouve nos petits moutons dont tout le lot a été globalement traité, mais on les laisse sur la même parcelle. Là, en fait, l'intérêt de laisser sur la même parcelle, c'est que par rapport à la gestion des résistances, on va diluer les gènes de résistance qui vont être mélangés avec les larves sensibles déjà présentes au niveau de la parcelle. Ce n'est pas la pratique idéale, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas remettre directement sur une parcelle saine après un traitement collectif. La meilleure pratique reste bien entendu le traitement sélectif. Donc l'idée, c'est de sélectionner les animaux à traiter. Pourquoi c'est une bonne pratique? Tout simplement parce qu'on va cibler selon un certain nombre de critères, je vous en parlerai un petit peu plus loin, des animaux à traiter prioritairement et les autres, on ne va pas les traiter. Ce qui fait qu'on va garder une population refuge parmi les moutons de strongles sensibles et de strongles résistants. Si on veut limiter globalement l'infestation des animaux au maximum, l'idéal est de combiner un traitement sélectif et de mettre ces animaux qui ont subi un traitement sélectif, donc ce lot partiellement traité, sur une parcelle saine, ce qui permet de limiter l'impact zootechnique au niveau des animaux. En pratique, pour le pâturage, les pratiques à proscrire, c'est quoi? C'est le dose and move, donc ce que je vous ai expliqué précédemment. Il faut éviter de laisser pâturer les animaux sous 6 à 7 cm d'herbe. Éviter également les parcelles parking où les animaux vont rester plusieurs jours et vont contaminer à fond la parcelle et se contaminer eux-mêmes. Éviter également de prolonger la saison de pâturage des jeunes. En effet, l'immunité des ovins contre les strongles gastro-intestinaux est globalement
mauvaise. Chez les jeunes, c'est encore pire, donc il faut vraiment éviter de limiter. Et également la surdensité qui favorise les infestations massives. Dans les pratiques à mettre en avant au niveau du pâturage, c'est notamment adapter les densités de chargement, tenir compte de la pousse de l'herbe, donc également gérer la rotation des pâtures en fonction de cette pousse de l'herbe, limiter les zones de piétinement. On a également différentes méthodes d'assainissement des parcelles qui existent, comme l'alternance fauche-pâture qui permet de réduire le niveau de parasitisme dans les parcelles. Mettre au repos les parcelles pendant au moins 2 mois permet également de limiter la charge parasitaire sur les parcelles. Ça annule pas tout, mais ça permet déjà de diminuer. Parmi les bonnes pratiques, il peut être intéressant également de mélanger des ovins humains et des ovins sensibles. Pourquoi? Parce que les ovins humains, c'est des ovins qui ont une certaine immunité, donc qui a priori vont excréter moins de strongles et donc du coup, ils vont moins contaminer la parcelle. Enfin, dernier principe, c'est la mixité. La mixité, en fait, c'est le principe de, faire passer successivement ou simultanément sur une même parcelle des espèces animales de sensibilités différentes aux troubles gastro-intestinaux. Concrètement, vous faites passer, des bovins après des ovins, c'est hyper intéressant quand c'est possible. Alors attention aux barrières utilisées, mais pour les bovins, heu, ils vont ingérer la larve d'Haemonchus contortus, mais en fait, Haemonchus contortus ne va pas pouvoir se développer dans le bovin, donc le bovin va pas pouvoir excréter les œufs. Donc en fait, on va assainir ainsi, la parcelle ou en tous les cas limiter la contamination parasitaire de la parcelle. Le deuxième pilier, c'est l'amélioration de la résistance et de la résilience des ovins. Pour ce, je vais m'appuyer pour la sélection génétique sur les projets Paralute, Entérine et Phénopasto. Pour la partie plante à métabolites secondaires, je vais m'appuyer sur les projets Paralute et Fasto. Excusez-moi. Pour la sélection génétique, elle existe désormais pour améliorer la résistance des ovins aux strongles gastro-intestinaux. Tout simplement car c'est un caractère héritable et discriminant. En ovins laitiers, il existe désormais une indexation officielle qui est intégrée dans le schéma de sélection de 2 races, la Manesse à tête rouge et la Basco béarnaise. C'est ce que vous voyez dans les camemberts ci-dessous, avec un effort de génétique sur la résistance au parasitisme de l'ordre de 24% pour les Manesse à tête rouge et de 35% pour les Basco béarnaises. Tout le reste correspond à des critères de production laitière. Pardon. Pour la race Lacone lait, il existe un phénotypage également depuis 2024. Concernant les ovins allaitants, il existe un classement selon les phénotypes pour plusieurs races, notamment la rouge de l'Ouest, la Lacone viande et la Cause du Lot. L'objectif est de disposer à terme d'un dispositif d'évaluation génétique du caractère résistant strong et de s'assurer qu'il n'y a pas de corrélation négative avec les caractères bouchés. C'est-à-dire si on sélectionne sur la résistance au strong, il ne faut pas qu'on dégrade derrière les autres caractères de production. À noter également que la CDO propose une plateforme Phénopasto, qui est un service de phénotypage de la résistance au parasitisme, donc les strongles gastro-intestinaux, pour toute race ovine, en partenariat avec les organismes de sélection. Concernant les plantes à métabolites secondaires, cette fois, il y a eu de nombreuses expérimentations de menées ces dernières années, portant sur le pâturage de plantains, de chicorée et de sainfoin, notamment avec 10 essais comparatifs réalisés aussi bien en filière laitière qu'en filière viande. Également des essais menés dans le cadre du programme Paralute sur les granulés, les foins de sainfoin. Malheureusement, les résultats de ces essais ne sont pas très concluants. Les plantes à métabolites secondaires ne se substituent pas à un traitement anthelmatique, toutes formes confondues. Pour une efficacité des tanins condensés, selon la Biblio, il faudrait des taux de 2 à 4% nécessaires dans la ration par rapport à la matière sèche ingérée. Cela ne remet bien entendu pas en cause les intérêts zootechniques et agronomiques des plantes précitées. Enfin, le dernier pilier pour maîtriser les strongylosis gastro-intestinales, c'est la gestion raisonnée des traitements. Elle s'appuie avant tout sur l'analyse coprologique et on parlera également du traitement ciblé sélectif grâce au projet Paralute et Entérine. Les bonnes pratiques de traitement peuvent être résumées par la méthode AGIR. A, c'est pour alterner les familles d'anthelmatiques, donc éviter d'utiliser toujours la même molécule. G, pour gérer et cibler les traitements. L'analyse coprologique, c'est le fer de lance, c'est vraiment la chose la plus importante. Il est vraiment important de faire un suivi coprologique en utilisant toujours la même méthode d'analyse pour réussir à suivre nos troupeaux dans la durée et adapter au mieux les traitements.
Nous vous préconisons aussi les tests de réduction d'excrétion fécale qui permettent de détecter précocement des résistances au niveau des différents vermifuges. Une autre solution est le traitement ciblé à certaines périodes clés au niveau zootechnique ou sélectif, donc en sélectionnant certains animaux. Il y a plein de critères qui sont utilisables. Le projet Entérine, qui a été travaillé entre autres avec l'école Veto de Toulouse, l'INRA, IDEL et SEVA, a étudié différents critères comme le numéro de lactation, en privilégiant des traitements plus thématiques sur des primipares que sur des multipares, et en tenant compte de l'état corporel et des signes cliniques pour traiter ou non les animaux. Des analyses coprologiques avaient également été réalisées. I, c'est pour interdire l'arrivée de résistance. La quarantaine est importante pour la gale, bien entendu, en ovin, mais elle est également importante pour les stroncs gastro-intestinaux à chaque fois qu'elle peut être mise en place, et être vigilant sur le statut parasitaire des animaux introduits, bien se renseigner en amont. Enfin, le R, c'est pour respecter les posologies. Donc, appliquer une posologie selon le poids de l'animal le plus lourd et non le poids moyen du lot. Attention également au réglage du pistolet drogueur et éviter de mélanger dans un même pistolet 2 molécules différentes, tout simplement parce que si les molécules ne se mélangent pas bien, on va se retrouver avec la première partie du lot qui va être traitée avec la molécule A et la deuxième partie avec les molécules B, ce qui n'était pas nécessairement l'objectif annoncé initialement. Dans les perspectives, donc les projets parasitisme en cours et à venir, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a le projet Arizona porté par l'ANSES et notamment Karine Parot, qui porte sur la mesure de résistance gastro-intestinaux en ovalets et viande. C'est un projet financé par la Nouvelle-Aquitaine qui vise à recueillir les bonnes pratiques, à déployer des outils de diagnostic, à tester des protocoles. Excusez-moi, à tester des protocoles de gestion intégrés en élevage. Le projet à accomplir est un projet plus global sur la mixité bovin et qui est porté et avec un volet parasito, donc qui est porté par l'Institut de l'élevage également. Le projet Écoagir, donc projet porté par l'Institut, est un projet de communication et de diffusion sur les stroncs gastro-intestinaux qui vise à recueillir les attentes et besoins au niveau des filières ovins, viande, ovalets et caprins en gestion durable des strongyloses gastro-intestinales, à harmoniser les messages pour avoir un consensus de messages sur le terrain et à créer des outils en réponse aux attentes et besoins formulés dans le cadre de ce projet. Le projet Spark est l'équivalent du projet Écoagir, mais cette fois à l'échelle européenne, avec en plus la filière bovine d'intégrer. Ce projet est porté par Ilvo. Enfin, le projet Everest Dicro est un projet portant sur la petite douve, porté par le GDS Centre, financé par le plan Éco-Antibio et qui vise à déployer un protocole de diagnostic de la résistance en petite douve. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis ici tous les liens utiles avec des synthèses, notamment sur les 2 premiers alinéas, avec des synthèses actualisées sur les strongyloses gastro-intestinales, donc une présentation beaucoup plus détaillée que celle présentée aujourd'hui. Et je tenais à vous remercier pour votre attention et remercier tous les partenaires de tous ces projets sans qui ce diaporama n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à tous. Je suis à l'écoute de vos questions. Alors, nous avons de très nombreuses questions. La première série va concerner les prairies et les moyens de prévention que tu as cités. La première question, c'est est-ce qu'il y a un moyen de savoir si une prairie est saine ou infestée, en dehors du fait que ce soit une prairie neuve ou qui a été fauchée au cycle précédent, mais est-ce qu'on a un moyen de savoir un petit peu le niveau de risque d'infestation de cette prairie ? Alors, pour évaluer le niveau de risque d'infestation des prairies, malheureusement, on n'a pas d'outils en tant que tel pour mesurer les niveaux d'infestation parasitaire exacts. Autant en bovin, par exemple, on avait des ramassages d'herbes avec des mesures en général de taux d'infestation qui pouvaient se faire à une époque. En ovin, ce n'est pas une pratique nécessairement qui est développée pour différentes raisons. Par contre, pour évaluer le niveau d'infestation des parcelles, il faut se baser vraiment sur l'historique de la parcelle, quels animaux sont passés, est-ce qu'il y a eu des épisodes cliniques. Donc, c'est plus une approche épidémiologique par rapport au commémoratif de comment les parcelles ont été utilisées. Et après, par contre, ce que vous avez, il y a un outil qui s'appelle Parasitime, donc qui a plutôt été développé en bovin et en caprin, qui est disponible sur le site de l'Institut, où vous avez des simulations en ligne pour évaluer le niveau d'infestation des parcelles. Mais par contre, nous sommes conscients que c'est un outil qui serait intéressant à développer dans le cadre des outils d'aide à la décision pour la meilleure maîtrise de la gestion des prairies.
et du risque d'infestation parasitaire avec une évaluation par rapport au commémoratif. Après, vous avez Parasite Info qui existe, mais plutôt également développé en bovin et malheureusement pas en ovin à ce jour. Développé par l'école Veto de Nantes. Oui, sur les prairies, est-ce que le chaulage est une pratique efficace pour diminuer la pression parasitaire? Alors souvent le labour, c'est plutôt une pratique qui est préconisée, mais c'est rarement utilisé en pratique. Le chaulage peut être intéressant d'un point de vue parasitaire, global. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu disais tout à l'heure que tu expliquais le délai de retour sur une parcelle qui a été pâturée ou fauchée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'expliques au niveau du cycle des parasites, c'est-à-dire la durée du cycle, etc., qui fait que le cycle va être rompu, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu mieux avec les stronques digestifs? Oui, alors en fait, la question, c'est voir par rapport au cycle parasitaire, au bout de combien de temps on remet sur la parcelle, c'est ça en fait? C'est ça. D'accord, OK. Alors je vais le faire en 2 temps. Le 1er temps, un cycle parasitaire, ça va durer, 3 semaines à 1 mois. Par contre, ça va être très dépendant des conditions de température et d'hygrométrie, en fait. Alors, je vais me remettre juste peut-être sur la diapo, ce serait peut-être plus simple. Donc, globalement, si on remet en fait, il y a 2 pratiques qui existent, par exemple, dans les rotations de pâturage, c'est le pâturage cellulaire et le pâturage tournant. Le pâturage cellulaire, c'est quand on laisse les animaux, sur une parcelle juste pendant quelques jours et donc 1 à quelques jours et on les sort et on les remet sur la parcelle avec un temps de retour très, très long, 40 à 100 jours. Avec un chargement instantané un peu élevé et plutôt des petites parcelles. Donc c'est une pratique qui a montré son intérêt puisque avec des études étrangères et également françaises, on a montré une diminution de la proportion d'Haemoncus contortus, au niveau de ces pratiques de pâturage, cellulaire. La pratique qui est la plus développée, par contre, c'est plutôt le pâturage tournant, où on a des temps de séjour, d'un peu plus d'une semaine et des temps de retour courts, en général 20 jours, qui vont dépendre de la pousse de l'herbe. Comme le cycle du parasite va dépendre des conditions de température et d'hygrométrie, l'idéal, c'est d'éviter de remettre les animaux sur la parcelle au bout de 2 mois. Alors tout simplement pourquoi? Parce que, par exemple, vous mettez vos animaux, sur une parcelle, vous les remettez dans la même parcelle au bout de 15 jours et bah, en fait, les petits œufs qui ont été excrétés, par les ovins, ils vont, avoir eu le temps de se développer en larves L1, L2, L3 et le stade infestant, c'est les larves L3. Donc si vous les remettez directement sur une parcelle au bout de 15 jours et ben les petits animaux qui reviennent, ils vont se prendre à fond toutes les larves infestantes. Donc ça pose souci. Tandis que si vous mettez vos ovins, 2 mois après, par exemple, la sortie de la pâture et bah, en fait, comme les larves, des parasites, elles sont sensibles à la dessiccation notamment et cetera et aux ultraviolets et bah, globalement, on va diminuer artificiellement la charge parasitaire et donc on va limiter l'infestation des animaux. D'accord. Alors, une autre question qui concerne le traitement sélectif que tu as cité également comme un moyen pour essayer de limiter ces résistances. Un éleveur nous demande sur quels critères faut-il trier les animaux qui vont être traités ou non? Alors sur le traitement sélectif, il y a plein de critères qui peuvent être, globalement utilisés. Donc la dernière étude, qui a été réalisée à ma connaissance, c'est le projet Entérine. Donc il y a eu un webinaire à ce sujet en juillet que je vous invite d'aller voir, en replay, donc qui a été animé par l'école Veto de Toulouse. Globalement, sur, ce traitement ciblé, et surtout sur ce traitement sélectif, vous avez, souvent ce qu'on utilise, c'est, l'âge des animaux. C'est-à-dire si c'est des jeunes ou des plus âgés. C'est ce que je vous disais par rapport à l'immunité. L'immunité contre les strongs, elle est pas bonne. Donc globalement, on va traiter plus facilement des jeunes animaux parce qu'on sait qu'ils vont pas avoir les défenses nécessaires pour pouvoir se défendre. Les autres critères qui peuvent être, utilisés, c'est, l'état corporel des animaux. Donc quand on est sur une note d'état corporel inférieure à 3 ou quand on a des signes cliniques, bah, là effectivement, il faut citer en priorité, ces critères. Ces critères-là ont été utilisés dans le cadre du projet Entérine et ont montré que ça avait vraiment un intérêt, sans perte de production, si on met au regard de ça, du coup, si on n'avait pas justement,
si on avait si ces pratiques n'avaient pas été mises en œuvre, on aurait eu un coût de la résistance beaucoup plus important que l'impact potentiel sur la production. Alors d'autres utilisent aussi la note FAMACA. Donc c'est une note qui mesure l'anémie au niveau des yeux des moutons. Et donc si on a un œil très blanc, ça veut dire qu'en fait on a sans doute une infestation parasitaire massive qui peut être liée à Haemococcus contagious, mais pas que. Donc cette note FAMACA peut être utilisée, mais uniquement si on est sur des strongles hématophages, c'est-à-dire qui vont se nourrir du sang des animaux. Quand c'est la note FAMACA, quand on a du polyparasité, c'est peut-être pas le premier critère à utiliser. Certains d'autres utilisent aussi les index de diarrhée sur un index de 1 à 3. Et si on a de la diarrhée, pareil, c'est un signe clinique. Donc, on va avoir tendance à traiter. Il y a des études dans les projets là, qui sont à venir où on va tester justement différents critères. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver les critères les plus pertinents et les plus pragmatiques pour les éleveurs. C'est pour ça que sur le projet Entérine, avait été plutôt choisi des critères plutôt liés à ce qu'on voit sur l'animal. Et bien entendu, le dernier critère qui est intéressant, c'est l'analyse coprologique. Alors, avec quand même un bémol, puisqu'on peut avoir des animaux en parfaite santé, qui semblent cliniquement en parfaite santé, mais excrètent à fond des parasites. Ça, c'est lié à la sensibilité individuelle des animaux. Donc, concernant le vaccin, Carole, que tu as cité contre le tronc digestif, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne, est-il efficace, et puis surtout, quelle est sa durée d'efficacité? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut le faire tous les ans, tous les 6 mois, tous les 3 mois, etc. Alors, le vaccin, c'est le Barbévax. Donc, c'est un vaccin qui, déjà, pour en avoir en France, c'est très difficile parce qu'il faut une autorisation temporaire d'utilisation qui est déjà extrêmement difficile à avoir. Et même quand on a l'autorisation temporaire d'utilisation, il faut trouver une centrale d'achat qui est prête à importer le vaccin. Donc déjà, une fois qu'on a résolu tous ces problèmes administratifs, si on l'a enfin entre les mains, le protocole, c'est toutes les 6 semaines qu'il faut revacciner les animaux pour avoir une efficacité intéressante. Concernant les plantes à tanin, donc tu as cité plantain, chicorée, sainfoin. Est-ce qu'il y a d'autres études qui seraient réalisées avec d'autres plantes, des arbustes fourragers par exemple, ou des plantes qui ne seraient pas cultivées? Est-ce qu'il y a d'autres études avec de l'affouragement de feuilles ou des choses comme ça? Oui, il y a d'autres études à venir qui vont être testées. Alors, il y a eu des études qui ont été menées plutôt en caprin sur tout ce qui est arbustes fourragers, effectivement. Et il y a des études à venir dans les projets que je vous ai cités par rapport à différentes plantes, avec des essais à base de plantes, notamment dans le cadre de Spark, mais qui n'ont pas démarré pour le moment. Je n'ai pas d'autres résultats plus précis à vous fournir. Mais il y a d'autres études effectivement en cours. Concernant le test de réduction d'excrétion fécale, donc qui sert à déterminer si on a une résistance à un produit antiparasitaire, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement comment ça marche? Voilà. Quelles sont les mesures à faire? Oui. Alors, le test de réduction d'excrétion fécale, c'est assez simple. En fait, c'est le principe de l'analyse copro, sauf qu'au lieu de prendre une fois les animaux, on les prend 2 fois. Pardon. Donc, du coup, en fait, on va prendre une première fois les animaux avant d'appliquer le traitement sur lequel on veut tester l'efficacité. Donc, on fait une première mesure de copro individuelle. Donc, on prend en général une dizaine d'animaux dans chaque lot. On les prélève, on met une méthode d'analyse pour identifier le nombre d'OPG, donc 2 par gramme. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Et après, on reprend les animaux dans un délai de 7 à 21 jours en fonction de la molécule qui est utilisée. Donc, ce délai est important parce qu'en fait, en fonction de la pharmacocinétique des molécules, ce n'est pas le même délai. En général, on retient dans nos têtes, c'est à peu près 12 jours après ou 14 jours après, on reprend. Mais si vous prenez par exemple le lévamisole, il faut reprendre les animaux 7 à 10 jours après. Et si vous prenez par contre de l'amoxicilline, il faut mieux refaire le test 17 à 21 jours après. Donc ça, il y a des tableaux qui existent. Je vous ai mis les liens en fin du diaporama. Voilà, et donc on refait l'analyse copro et on voit l'évolution. Et en fait, on considère que si on est au-delà de 95% de réduction d'excrétion fécale, dans l'idéal même 99%, et ben globalement, on a des parasites qui sont globalement sensibles à la molécule testée. Enfin, puisque ce sera la dernière question, désolé, plusieurs d'entre vous s'inquiètent de la résistance éventuelle de la petite douve à l'ambendazole.
et demande si on a des études sur le sujet ou des références. Alors oui, en fait, c'est un sujet qui est montant dans plein de coins de la France, aussi bien dans l'ouest que dans le sud de la France ou ailleurs. Donc oui, grâce au GDS Centre et puis à ses différents partenaires, il y a le projet Everest Dicro qui démarre là, avec également le CIRPO qui vise à déployer un protocole de diagnostic de la résistance en petite douve, en partenariat également avec l'École nationale vétérinaire de Toulouse et d'autres partenaires. Très bien. Et pour ceux qui posaient la question, pour avoir accès au lien sur le diaporama, vous allez être destinataire du diaporama ainsi que du replay. Donc, vous aurez accès à tous ces liens. Merci. Merci à vous deux. Merci, Carole. Donc, on voit bien qu'il existe des solutions en élevage pour lutter contre les parasites, mais tout n'est pas parfait. Donc, on attend là, des nouveaux résultats, des projets qui sont en cours ou à venir. J'ai bien noté aussi là dans le chat que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'informations là, mais beaucoup de références qui ne sont pas toujours arrivées en élevage. Donc, on nous demande aussi de communiquer encore davantage. Voilà. On va passer au 4e et dernier sujet. Donc là, c'est de nouveau Myriam Doucet qui va nous parler de mortalité des agneaux et notamment d'un nouvel outil pour lutter justement sur cette mortalité. Vas-y Myriam. C'est parti. Donc l'actualité sur la mortalité des agneaux. Alors quand on parle de mortalité des agneaux, on parle de quoi? D'abord, on parle de mortalité néonatale, parce qu'il faut savoir que 80% de la mortalité a lieu avant 48 heures d'âge. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de mortalité néonatale. Alors la mortalité, c'est vraiment un problème embêtant déjà pour la filière parce qu'en France on manque d'agneaux et quand on gagne des points de mortalité, quand on diminue la mortalité, on a toujours des agneaux en plus. Et au niveau de l'éleveur, on sait que quel que soit son système de production, diminuer la mortalité impacte positivement son revenu. Aujourd'hui, on connaît les leviers pour diminuer cette mortalité, mais la question qui nous reste, c'est comment mettre en œuvre en élevage ces leviers. Et donc, on a besoin d'outils. Alors, je vais commencer l'histoire par le début. Le premier travail qui a été fait vraiment, c'est il y a très longtemps, entre 2009 et 2015, on essayait de mieux comprendre ce que c'était que la mortalité. On a utilisé les réseaux d'élevage pour comprendre le ressenti, les pratiques d'éleveurs. On a utilisé les données ovales pour mieux comprendre les facteurs de risque de la mortalité. On a conduit un gros projet dans tout le Massif central pour comprendre l'âge, les causes de mortalité, les décrire beaucoup mieux. Et c'est là qu'on a compris que la majorité des mortalités avaient lieu très tôt. Et puis aussi faire le lien entre les mortalités et les pratiques d'élevage. On a aussi mené des études sur la vigueur des agneaux et la facilité de naissance. Parce qu'un agneau qui naît facilement, qui se lève tout seul, qui va téter de manière autonome, c'est un agneau qui est vivant. Et donc, cela, on voulait l'étudier au niveau des pratiques d'élevage. Qu'est-ce qui favorise cette vigueur des agneaux et au niveau de la génétique. Alors, on a fait toutes ces études pour pouvoir ensuite, avec ces constats, mettre en œuvre des outils applicables en élevage. Alors, le premier outil dont je vais vous parler, c'est l'outil génétique. Alors d'abord, il a fallu construire un protocole pour pouvoir décrire, noter, évaluer à chaque fois la vigueur de l'agneau et la facilité d'agnelage, la facilité de naissance, l'activité, la faculté à téter et le poids de naissance. Et ça, c'est quand même compliqué à noter. Donc, on a mis au point un protocole avec les éleveurs pour que ce soit faisable en élevage facilement. Une fois que ce protocole a été mis en place, on a phénotypé 30 000 agneaux de 4 races différents, vendéen, rouge de l'Ouest, blanche du Massif central et charolais. Et on a compris qu'en fait, on a confirmé qu'en fait, ces paramètres étaient très liés à la survie de l'agneau. Et on a vu aussi qu'il y avait des grandes différences, des grandes disparités de mortalité entre les élevages. Au niveau génétique, il s'est avéré que ces caractères étaient plutôt irritables. On avait quand même, pour certains caractères, une irritabilité de 25%, ce qui est très bien. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que la population était assez peu variable. On a continué à travailler pour augmenter le nombre d'animaux phénotypés.
On a facilité la remontée de données en travaillant avec les outils informatiques des éleveurs. On a poursuivi les collectes et avec le focus sur le côté maternel, c'est-à-dire la succession des générations de mère en fille et d'agnelage en agnelage. Donc, l'idée, là, c'était de stabiliser les paramètres génétiques. Ça, c'est un objectif pour 2026. Et pour 2028, l'objectif est de développer une chaîne d'indexation spécifique à la vigueur de l'agneau. On a ensuite voulu créer un autre outil pour améliorer la mortalité des agneaux, mais en faisant le focus sur les pratiques d'élevage. Donc, pour cela, on est allé voir des fermes dans lesquelles il y avait assez peu, voire très peu de mortalité depuis de nombreuses années. Et on a regardé dans ces fermes comment ils travaillaient, on a décrit des pratiques et on a essayé de les transférer à des élevages qui n'avaient pas de particulièrement bons résultats pour voir comment ça se passait. Et ça se passe bien. Et on en a déduit une méthode de conseil pour diminuer la mortalité des agneaux en élevage, parce que les éleveurs qui ont testé ces pratiques, qui se les sont appropriées, ont amélioré notablement leurs résultats. Donc, la méthode de conseil s'appuie d'abord sur un audit avec le technicien. Et je dis bien avec. C'est une sorte de co-construction entre éleveur et le technicien de solutions. Le technicien apporte les pratiques d'éleveur robuste agneau, son savoir-faire robuste agneau et son savoir-faire de technicien, et l'éleveur est expert de son élevage. Donc, avec un travail d'équipe, on arrive à prendre ces pratiques d'éleveurs performants et à les adapter à l'élevage concerné. Et donc, on favorise l'appropriation des pratiques par l'éleveur. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que autant pour les éleveurs qui sont performants au niveau de la mortalité que pour les éleveurs qui arrivaient à le devenir avec les pratiques robustes agneaux, ils avaient tous en commun une posture en anticipation, ce qui leur permettait toujours d'avoir une marge de manœuvre pour les imprévus et être hyper réactifs de manière confortable. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait aider les éleveurs à s'organiser, à planifier, à savoir où ils en sont. Et quand on demande aux éleveurs qui ont été testés tout ça, ils ont dit, en fait, il nous faut des outils. Il nous faut des outils pour nous organiser. Il nous faut des outils pour planifier nos actions. Aussi pour avoir le conseil, le contenu au moment où on en a besoin. Et aussi, il faut qu'on puisse adapter cet outil à chez nous, nous le personnaliser, parce qu'effectivement, il va y avoir les pratiques robustes agneaux, mais nous, on en a d'autres des pratiques à mettre dans notre outil. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'on est parti. On a fait une appli et on a fait des vidéos. Et pour faire une appli, je dois dire qu'on a dû se faire aider parce que ce n'est pas notre métier. Et on s'est beaucoup fait aider par Occitanum qui nous a permis de faire le lien entre des concepteurs d'applications qui sont des gens de l'informatique et nos techniciens qui avaient des volontés très pratico-pratiques. Voilà, parce qu'on les a co-construits avec des techniciens et des éleveurs, cette appli. Donc, le chef de projet de ce projet appli, c'était la coopération agricole d'Occitanie. Il y a eu aussi l'Institut de l'élevage dans ce projet, les champs d'agriculture de Lot et de l'Aveyron et Natera. Et ce projet était financé par le FEADER. Alors, comment ça marche cette appli Robuste Agneau ? Eh bien, le conseiller qui a été formé à la méthode Robuste Agneau, qui connaît les pratiques Robuste Agneau, fait un audit dans l'élevage avec l'éleveur et entraîne l'éleveur dans se projeter de comment on va faire si on prend cette pratique-là qui a l'air de bien aller, comment on peut la mettre en œuvre dans ton élevage. Et donc, quand on aura fait ce travail-là ensemble, en binôme, le conseiller va pouvoir aller dans son bureau, aller sur ce qu'on appelle un back-office, une sorte de site internet qu'il aura avec son ordinateur, et il pourra rentrer l'audit sur ce back-office. Et une fois que ça se sera fait, l'éleveur télécharge l'appli s'il ne l'a pas déjà, et puis il se connecte avec son mot de passe, et puis après, il paramètre l'appli avec sa structure. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Une fois qu'il a l'appli, donc il faut qu'il rentre tous ses lots d'animaux. Donc il les nomme, il met la date de mise en lutte et il choisit le type d'animal. Donc, soit des brebis, des agnelles, des béliers. Ensuite, une fois qu'il a validé tout ça et qu'il a fait tous ses lots d'animaux, en fait, on va voir qu'il a une sorte de planning général. Donc, c'est un calendrier circulaire. Chaque bande de couleurs, là, que vous voyez, c'est un lot.
Et donc, il y a la gestation, la mise en lutte, la gestation et l'agnelage. Donc, on voit les différents types de couleurs. Chaque lot est numéroté. La période dans laquelle on est toujours en haut. Et les événements sont des petits points rouges là qu'on voit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis après, quand vous scrollez, en bas, vous avez les différents lots qui sont caractérisés. Et puis, si on voit là, il y a un petit point rouge qui est juste à côté de la flèche, on se dit qu'on va avoir un truc à faire dans pas longtemps. Et on voit effectivement que sur le lot 1, il y a une tâche qui est mise en évidence. Alors, on va cliquer sur ce lot. Et puis, on va voir que pour ce lot, il y a un calendrier spécifique avec plus de détails toutes les tâches qui sont marquées. Et pour chaque tâche, on va voir le titre, l'objectif, éventuellement des ressources. Donc ici, on a une vidéo. Et puis, on va voir des actes à effectuer. Et chaque fois qu'on les a effectués, on coche la case. Et quand tout est effectué, la tâche est considérée comme faite. Pour chaque tâche, pour chaque acte qu'on a à faire, si on ne comprend plus, on ne sait plus de quoi il s'agit, il y a des détails, il y a des descriptions, il y a peut-être d'autres ressources, d'autres vidéos qui peuvent apparaître en cliquant sur la petite flèche. On peut aussi rajouter des événements personnels. Donc là, par exemple, on appelle un tendeur 30 jours avant la date de mise en lutte. Mais on peut aussi dire le 15 mars. Voilà. Et on peut entrer une description. Et on crée l'événement et on a notre événement à nous qui peut être pris en compte par l'appli. On peut aussi avoir accès à l'audit en cliquant sur l'audit. Donc, l'audit, c'est ce qui a été fait ensemble avec le technicien. Hein. Donc, on peut retrouver ça. On peut aussi avoir accès à l'ensemble des fiches Robustagno, des vidéos Robustagno, les ressources externes liées aux pratiques Robustagno, notamment des vidéos et des ressources du CIRPO, et toutes les audits des années précédentes, s'il y en a eu, qui sont archivés, histoire de se remémorer ce qui a été fait les années d'avant. On a aussi le paramétrage, des notifications notamment. Chacun fonctionne un peu à sa manière. Donc, on peut paramétrer les notifications selon sa manière de fonctionner. On peut aussi faire un retour d'expérience ou signaler un problème. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir sur l'appli Robustagno, c'est que ça passe par l'organisation de producteurs ou la chambre d'agriculture. Donc, en fait, il faut que vous vous renseigniez auprès de votre conseiller, savoir si sa structure est adhérente adhérente au programme Robustagno. Donc ça, c'est un projet qui initialement était de la région Occitanie, qui a vocation à s'étendre dans toute la France. Donc voilà, s'ils ne connaissent pas, eh ben, il faut contacter Sophie Huy à COP Occitanie pour leur faire connaître. N'hésitez pas. Il faut que vous, de votre côté, vous vous sentiez prêt au changement parce que ça va bouger, ça va changer et que ce n'est pas toujours facile de changer. Donc, il faut essayer d'échanger de façon le plus claire et constructive avec votre technicien et puis être prêt à modifier vos pratiques. Puis surtout, être familier avec les applis. Voilà. Au niveau de la mortalité des agneaux, Robustagno apporte beaucoup de choses, mais il y a déjà des choses existantes. Je vous en ai parlé avant. Hein, on a quand même fait beaucoup d'études sur la mortalité des agneaux et vous pouvez retrouver tous les résultats de ces études sur le site idel.fr. Il y a notamment des documents sur l'effet d'état corporel des brebis à la mise bas, sur la mortalité de leurs agneaux. Il y a des méthodes pour noter toutes les mortalités, parce que comme je vous l'ai dit, le plus gros de la mortalité a lieu avant 48 heures. Donc, c'est des mortalités sans bouclage. Donc, c'est des mortalités qu'on ne voit pas. On les voit sur le coup, mais il n'y a pas de traces. Et donc, du coup, on peut avoir des biais d'observation. Donc, noter toutes les mortalités permet à un éleveur d'avoir une vision beaucoup plus objective sur ce qui s'est passé dans son élevage. Il y a aussi des méthodes d'intervention sur la mortalité des agneaux pour le technicien. Il y a aussi des supports d'audit pour la mortalité des agneaux. Voilà. Il y a plein de choses, il y a plein de documents. Allez fouiller. Vous allez sur le site, vous tapez mortalité agneau et vous allez voir, il y a beaucoup de documents à votre disposition. Est-ce que vous avez... Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a plusieurs questions concernant l'appli précisément. Faut-il un bâton lecteur pour l'utiliser? Non, en fait, il y a très peu de données dans l'appli. L'appli, c'est vraiment un aide à l'organisation. Donc, vous n'allez pas enregistrer des brebis ou c'est pas un logiciel éleveur.
dans le sens où vous n'allez pas enregistrer des brebis, marquer que telle brebis a agnelé à tel moment. Vous n'avez pas besoin du coup de bâton de lecture. Vous allez juste enregistrer des lots. Mes brebis qui sont mises au bélier en mars, je les enregistre et je sais qu'elles vont avoir une gestation de temps à temps, que s'il faut faire des échographies, l'appli va m'appeler pour dire ah, attention, il faut faire des échographies là sur ces brebis-là. Voilà, c'est plus un outil comme ça. Il n'y a pas d'enregistrement. L'idée, c'était de faire un outil très léger pour qu'il soit robuste, qu'il ne tombe pas en panne et qu'il soit facile d'utilisation. Une question qui est revenue à plusieurs reprises au sein d'un même GAEC ou d'une même structure. Est-ce qu'il est possible d'avoir la même appli sur plusieurs téléphones avec un seul compte? Oui. Oui. Je ne connais pas exactement les détails techniques, mais c'est un besoin qui avait été remonté et oui, c'est possible. Très bien. Est-ce que cette appli, elle peut être reliée à des logiciels de gestion de troupeaux ou autres? Pas pour l'instant. C'est pas notre objectif pour l'instant. Sachant que en fait, ce qu'on a voulu faire, comme je vous l'ai dit, c'est faire un outil très simple et après, éventuellement, rajouter des modules à cet outil. Parce qu'un outil simple, c'est un outil qui fonctionne. Au lieu de faire un outil très compliqué qui bug, on a essayé d'abord de faire un outil simple. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de lien avec les logiciels troupeaux. À l'avenir, peut-être. Très bien. Est-ce que tu peux rappeler de quels organismes dépendaient les techniciens qui ont travaillé sur cette appli? Alors, le développement de l'appli, ça a été COP de France Occitanie avec les chambres d'agriculture, donc du Lot et de l'Aveyron. Et aussi, à l'époque, c'était Capel et Unicorn. Maintenant, c'est Natera. Donc, on avait dans chaque département la chambre d'agriculture et une COP. Et après, on a formé les techniciens qui voulaient bien l'être, qui étaient intéressés par l'être dans toute la région Occitanie. Donc, on a des techniciens chambre d'agriculture et COP formés dans toute la région Occitanie. Et enfin, dernière question, puisque le temps file. Est-ce que tu peux nous lister assez rapidement quelles sont les méthodes qui sont abordées dans cette appli de façon très pratique pour réduire précisément le taux de mortalité des agneaux? Alors, on a ciblé 3 périodes. La mise en lutte, la gestation et l'agnelage. Et donc, on a des pratiques liées à ces 3 périodes. Donc, la mise en lutte, c'est simplement avoir des animaux en bon état, arriver à suivre leur état, arriver à retaper des animaux qui ont besoin d'être retapés, donc savoir à quelle période il faut les voir, comment il faut les nourrir, etc. La gestation, c'est pareil, c'est l'importance de l'alimentation, notamment au dernier tiers, pour avoir des agneaux vigoureux. L'importance du suivi de la gestation, de l'échographie. Et puis à l'agnelage, c'est les bonnes pratiques à l'agnelage, que l'agneau tète bien le colostrum, qu'il y ait du bon colostrum, savoir gérer son bâtiment à l'agnelage pour limiter le travail et améliorer la surveillance des agneaux. Enfin voilà, c'est assez large en fait. C'est vraiment des pratiques d'éleveurs, donc c'est vraiment des pratiques pratico-pratiques. Il n'y a pas de grande idéologie, c'est assez concret. Très bien, merci beaucoup Myriam. Merci Laurence, merci Myriam pour ta présentation. Donc on arrive à la fin de ce webinaire, on espère qu'il vous a intéressé. Et je vais donc laisser maintenant la parole à Claude pour conclure sur ces présentations. Et puis moi je vous dis, je donne rendez-vous à un prochain webinaire. On va en organiser d'autres cette année. Donc on vous tiendra au courant sur les thématiques. Et si je voudrais dire aussi que tous les diaporamas et puis même l'enregistrement donc sera bientôt mis en ligne sur le site de l'Institut d'élevage. Donc Claude, je te laisse la parole pour la fin. Oui, merci Denis. Alors un grand merci, vraiment un grand merci pour l'ensemble des intervenants pour ce travail à la fois de recherche au plus près du terrain. C'était vraiment au plus près du terrain et à destination des éleveurs, et surtout ce travail de diffusion qu'il nous faut maintenant valoriser jusqu'aux élevages. Quant aux impacts du sanitaire sur les performances techniques, on l'a vu, mais avec un effet direct sur les performances économiques des élevages. Et donc, moi, je retiens plusieurs choses. Je retiens une notion de veille sanitaire, bien sûr, une notion de formation, nécessité de formation de l'ensemble des équipes techniques,
une notion de diffusion par un message technique clair auprès des éleveurs, par un accompagnement technique optimal. Donc, vraiment un grand merci pour les différentes présentations et surtout par une possibilité de continuer ce webinaire à travers les consultations des différents supports disponibles sur le site de l'Institut de l'élevage. Merci à tous.